concepteur sonore. J'ai eu des studios, tout ça, j'ai fait des disques, de la télé, du cinéma, partout où il y a du son. J'ai travaillé 5 ans aussi en dessin animé. Fait que j'avais vraiment tout, je connaissais beaucoup la production, je connaissais le milieu montréalais parce que j'avais même plusieurs studios, puis j'avais fait affaire avec tout le monde. Fait que j'avais tout ce bagage-là de 20 ans de production. Je me suis mis à faire des recherches, je me suis aperçu que j'étais bon là-dedans. Déjà, moi, j'étais sur Internet depuis 10 ans, comme pour avant là. Et puis, je me suis dit, ouais, j'avais des curiosités, puis j'étais allé voir à l'EPSI les cours qu'il offrait, puis j'ai fait mon cours en gestion stratégique de l'information. Après ça, ben, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai travaillé au Centre des sciences. J'ai essayé de me partir de business, mais c'est pas un milieu d'entrepreneur. Et puis, par un concours de circonstances, ici, ils avaient perdu tous les employés de leur département pour la gestion de l'inventaire de la voûte. Et fait que je suis venu aider 2 jours par semaine, 3 jours. Le patron, je le connaissais personnellement. Un jour, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, je vais te faire une proposition, ça t'intéresse, puis je te dis, on mordrait tes affaires. Puis en 1 an, avant, il perdait des ventes, toutes sortes de raisons. Ça a complètement, on n'a pas perdu une vente dans. Je suis parti de scratch avec un fichier Excel. Pour la description d'un ruban magnétoscopique, c'est quel format, quelle durée, c'est quoi le titre, qu'est-ce qu'il y a dessus. À un moment donné, ça se complexifie, puis aujourd'hui, je suis rendu à 58 champs pour décrire un ruban. Le premier résultat de ça, c'est que ça donnait, c'est qu'avant, les gens appelaient à vous, puis ils disaient, bon, j'ai besoin de tel ruban. Là, les gens partaient, ils allaient dans le four, ils vidaient des tablettes, ils fouillaient, ils prenaient un ruban, ça venait de ça, puis ils le ramenaient. Ça prenait 2 heures. Moi, une fois que c'était catalogué, je me demandais, je regardais, je disais oui, je l'ai. Les premiers temps, c'était systématique. Il dit, ben, pourrais-tu aller vérifier pareil dans la voûte? Il y a un temps où la voûte, c'était une espèce de libre service. Alors, tu peux imaginer n'importe quel employé qui vient chercher quelque chose, puis qui le rapporte ou pas, puis quand il le rapporte, on suppose qu'il le met. Les gens disent, je veux un spectacle de Oliver Jones. OK, là, tu lui donnes le bon spectacle. Après, il revient, mais il voit Oliver Jones, il met ça là. Mais je n'ai 12 spectacles d'Oliver Jones. Il faut que tu le mettes à la bonne place. Là. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, mais oui. C'est ça, les gens n'ont pas le réflexe. En fait, mon titre officiel, c'est chef de voûte. Mais je dirais que je suis spécialiste de l'information dans notre sens de l'information de l'équipe Spectra. Je m'occupe de la médiathèque et des actifs audiovisuels. Eux, ils disent des archives. Et on s'entend que c'est des actifs. On n'a pas une énorme achalandage. Je veux dire que c'est une bibliothèque spécialisée aussi. En général, pas beaucoup de public, c'est une question de publicité aussi, mais l'offre pour le public est intéressante. 400 shows, puis c'est souvent des versions intégrales. C'est un spectacle du moment où la foule rentre au moment où la foule sort, avec tout ce qui se passe entre les deux. Donc ici, on a des versions intégrales, donc des bouts qui ont jamais été montrés. C'est la vision d'Alain Simard. Ça a toujours été de rendre accessible gratuitement. Toute l'utilisation ici est gratuite à tout le monde. Ça fait partie de la mission de l'équipe Spectra de diffuser la culture québécoise, mais aussi le jazz. Ici, dans le département, on est 2. C'est assez relax. On a des stagiaires ou sur des projets spéciaux, on va engager des gens.
ici, c'est les actifs de l'équipe Spectra. Fait qu'il n'y a pas juste le festival de jazz, il y a les francophonies. Et toutes les productions audiovisuelles que l'équipe Spectra fait depuis 30 ans. Dans notre catalogue, on a tous les grands artistes, Robert Charlebois, Claude Gilles Vigneault. On peut vendre ces émissions-là aux diffuseurs publics. On vend beaucoup d'archives. C'est un nouveau marché. En fait, c'est un marché en développement. On vend des archives là, à la seconde. En Amérique, on est un jeune. Hein, ça fait 500 ans qu'on existe, pas beaucoup. On n'est pas habitué à dire qu'il y a des choses qu'il faut garder, ça fait partie du patrimoine. C'est pas comme en Europe. Tu sais, à Paris, tu as 6 étages, puis on a toutes 800 ans les maisons. Fait que les gens sont plus habitués à préserver, garder. Nous, en Amérique du Nord, on n'avait pas ce réflexe-là, et encore moins les francophones. C'est en train de changer. En fait, l'ère du numérique a apporté une espèce de paradoxe qu'on est en train de tout perdre. La première décennie de ce siècle, de ce millénaire, dit que ça risque d'être la moins documentée. Avec des systèmes qui changent sans arrêt. Et dans le domaine de la télévision, on peut dire qu'il y a eu, disons, à partir du milieu des années 80, ils ont sorti un format Betacam, qui était une cassette, qui s'est répandu partout, qui était le format standard accepté. C'était une cassette analogue. À un moment donné, la compagnie en a fait une version numérique, mais la même format de cassette et le même ruban. Et après, on a sorti 2-3 formats différents. Même le HD, c'est toujours la même cassette. Le ruban est de meilleure qualité, c'est toujours le même format. Donc, c'est assez facile de travailler avec un avec l'autre. Même que dans une machine analogue, on peut mettre un ruban numérique. Il va être pas capable de lire l'image, mais il va te donner le code horaire, le temps de code. Puis des enfants, il va être capable de te donner pareil d'informations. Fait que c'est quand même. Puis à partir de l'an 2000, ils sont mis à démultiplier les formats, inventer des formats numériques. Le problème, c'est les lecteurs. Et dans le DVD, c'est l'enfer parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de zone. Après, les compagnies ont inventé les zones. Aujourd'hui, tu graves un DVD, il ne marche pas dans une vieille machine, mais il marche dans une nouvelle machine, mais peut-être pas cette machine-là. C'est l'enfer total, c'est un format tellement bâtard. Probablement parce que l'industrie n'a pas suivi la norme. Tu sais qu'à chaque année, on produit plus d'informations que depuis le début de l'humanité. Puis on ne sait pas comment gérer ça. Puis on n'a pas d'outils normalisés, c'est n'importe quoi. C'est ça, dans le domaine de la télévision aujourd'hui, il n'y a plus de format standard. Dans un enregistrement sur une cassette, il n'y a pas une donnée qui dit le format de l'écran, le ratio. Donc, tu mets ça, puis là, les gens jouent avec la TV, les personnages sont étirés ou écrasés, ou... il y avait juste des photos en noir et blanc. Le jour où on a inventé les photos, on ne marquait pas photo noir et blanc, c'était photo. Le jour où il a inventé la couleur, fait que là, il fallait que tu écrives en quelque part. Bien, ceux-là sont en noir et blanc, puis ceux-là sont en couleur. Puis là, un jour, tu inventes le 3D. Mais là, on ne marque pas 2D sur nos photos. Ouais, un jour, il faut marquer 2D, couleur. Et c'est un peu ça le problème d'information. Et si plus tu as de l'innovation, plus dans ta base de données, il faut que tu rajoutes des informations sur tes vieilles affaires qui semblaient évidentes avant. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est une explosion de formats. Aujourd'hui, chaque caméra comme ça, a son propre algorithme de compression. Donc, on appelle ça un codec, là. Et c'est l'enfer. On en est rendu là aujourd'hui. Il n'y a plus de support physique, ruban. On enregistre sur des disques durs, dans des formats, je n'ai pas dit. En plus de ça, souvent, c'est des espèces de dossiers dans des dossiers avec 8 fichiers, mais tu ne sais pas lequel est une vidéo. C'est que le son est codé avec un codec et l'image avec un codec pour l'image. Le processeur, lui, il décode les deux. À un moment donné, pour une raison plus vite, il décode plus vite le son que l'image. L'image arrive juste avant dans ton écran. Il n'y a aucune garantie que le fichier que tu as fait, probablement, il est toujours compressé, il n'est jamais parfait. C'est une approximation. Et que dans 5 ans, on va encore avoir des systèmes qui vont être capables de lire ce fichier-là et le rendre à l'écran.
c'est pas sûr. Le support duquel tu mets ton disque dur qui était IDE, aujourd'hui, il ne marche plus dans aucun ordinateur neuf, parce que c'est rendu d'autres formats, et etc., fait que tu n'as aucune garantie dans 5 ans. Ça va être recommencé. En ce moment, c'est une illusion. Ce qu'on fait pour le préserver, c'est qu'on a choisi un format de ruban qui est le Betacam numérique. Pour assurer la pérennité, c'est la copie. C'est ça. Plus on a d'exemplaires de quelque chose. La canette de coke, il y a des chances que dans 10 millions d'années, il en trouve une en quelque part préservée pour X raison, comme des os de dinosaures, parce qu'il s'en est vendu des milliards de canettes de coke. Il n'y a aucun support qui va passer le temps. Puis là, on parle de. Puis moi, quand je parle de disque dur, c'est 3 à 5 ans maximum. Fait que ça a recommencé. Fait que le ruban Betacam numérique, c'est le plus répandu. Donc, c'est cette qualité-là. Et en plus de ça, c'est un signal numérique avec un codec qui est simple, qui est connu, qu'on va être capable de reproduire dans les machines du futur. Bref, on a tout ça. Et puis, le ruban magnétique, comme ça, il dure maximum 50 ans environ. Fait que c'est mieux que mon disque dur de 2 ans. Aujourd'hui, on est dans un mode consommation. Fait qu'on n'est pas dans un mode préservation. Puis l'industrie, ou les industries, on est sur l'axe de diffuser, d'en faire le plus de copies possible et non pas moins de copies, plus élitistes qui vont durer longtemps. Il y avait tous ces magazines-là. Des fois, ils notaient dans les magazines ou ils entouraient des affaires. Là, tu pouvais savoir que dans l'émission de radio, ce qu'il avait dit, ça venait de là. Puis ici, bon, je trouvais que ce système de filage suspendu, c'est intéressant, mais on va commencer à classer tous les documents un peu bizarres qu'il y a dans les boîtes, là, de ces émissions de radio. Oh boy. Tout manuscrit avec les choix de tunes qu'ils faisaient. Ici, on veut que les journalistes, les chercheurs, les étudiants en musique viennent. On pourrait, par exemple, écouter une émission de radio de Len Dobbin et tout ce qu'il dit, aller trouver des références. Liberte, c'est une compagnie allemande, c'est le même système qu'à la Cinémathèque québécoise. 20 degrés Celsius, 40% d'humidité. Le système ici est précis à plus ou moins 0.5. Là, je suis à 19,8 puis 39% d'humidité. C'est assez précis. Et ça, moi j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Là. C'est l'optimum pour la préservation. L'ordre physique dans la voûte, c'est n'importe quoi. Le seul critère, c'est ce que tu utilises le plus proche, mais les plus proches de la porte. J'essaie de regrouper ce qui va ensemble, mais c'est encore là, ce n'est même pas un critère. C'est pas vraiment important. Il y a d'autres critères. Le format, les gros rubans vont dans les grosses tablettes, les petits rubans dans les petites tablettes. C'est un système. Chaque tablette, chaque document a son numéro unique, puis chaque production est associée à un numéro de tablette. Ça, c'est du Betacam. Celle-là, c'est du U-matic que les gens appelaient 3/4. Comme apparu en même temps que le Betacam, ou un petit peu avant. C'est comme je disais tout à l'heure, le problème du CD, c'est pas le CD, c'est il est où ton lecteur de CD? Il va pas durer 200 ans, lui. Fait qu'on a toutes sortes de formats, écoute, il y en a. Ça, c'est une chose aussi, les gens ne connaissaient pas les formats de production. Et moi, là, pour avoir travaillé pendant 30 ans, tu sais, je le savais, là. Et il y a, par exemple, dans le son, à un moment donné, ils sont mis à faire du multipiste audio sur des cassettes VHS. Fait que dans les gars, ils marquaient cassette VHS. Moi, je prends ça, je dis, c'est pas du VHS, ça, c'est du multipiste audio numérique, le premier système. Fait qu'il ne faut pas se fier à un format de cassette pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessus.